Vendredi 17 novembre 2023, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, ni mon régime ni aucun de mes proches n'est des près ou des loin impliqués dans ce qui est arrivé à Chérubin au Kenya, a déclaré les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier jeudi 16 novembre 2023 lors d'une interview à la presse internationale. La CENI a confirmé via un communiqué signé par son rapporteur les débuts de la campagne électorale pour les dimanches 19 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Détail à suivre dans ces journaux. La ministre d'État en charge du plan a annoncé au cours du briefing presse de ce jeudi 16 novembre 2023 que d'ici fin décembre, le gouvernement prévoit réceptionner un total de 916 ouvrages comprenant des écoles, des centres de santé et des bâtiments construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Dans l'actualité également, une lettre des demandes de l'organisation d'un deuxième cadre de concertation a été déposée à la CENI par les candidats à la présidentielle de 2023. Les recommandations reformulées dans cette dernière vous seront données dans ces journaux. Et en Afrique du Sud, nous parlerons de la plainte déposée par le président sud-africain à la Cour pénale internationale tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans ces journaux. Dans un communiqué publié le jeudi 16 novembre 2023 et signé par le rapporteur adjoint Paul Mohindo, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé les débuts de la campagne électorale pour les dimanches 19 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Suivez. La CENI précise que le rassemblement électoral au cours de la campagne électorale se déroule conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques selon les articles 29 de la loi électorale et 45 de ses mesures d'application. En outre, fait savoir la centrale électorale, seul le parti politique, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués sont habilités à organiser des réunions électorales sur l'ensemble du territoire national. Les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Il leur est cependant interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, des propos susceptibles d'inciter au mépris envers le tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République et autres faits condamnables. La CENI a fait savoir qu'elle a reçu des tribunaux de grande instance faisant office de tribunaux administratifs le jugement consécutif au recours en contestation de la décision numéro 110/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 des listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des conseillers communaux. Au total, 282 requêtes ont été déposées auprès de 10 tribunaux. Après traitement, 69 ont été jugées recevables et fondées, 75 recevables mais non fondées et 148 irrecevables. La CENI, qui a déclaré avoir pris acte de ces jugements, a publié la liste définitive des candidatures à l'élection des conseillers communaux par une décision du 16 novembre 2023. Ces listes définitives, ainsi publiées par voie de presse, sont affichées aux antennes de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale et sont disponibles sur son site web. Toujours dans le même chapitre, les États-Unis ont envisagé des mesures restrictives contre ceux qui portent atteinte à la démocratie en République démocratique du Congo. Les États-Unis l'ont fait savoir dans une déclaration dès ce jeudi 16 novembre 2023. Arline Mujinga. Les États-Unis d'Amérique saluent les efforts des parties prenantes pour la tenue des élections en République démocratique du Congo, destinées à soutenir un processus électoral inclusif, transparent et paisible, reflétant la volonté du peuple congolais. Nous prenons acte des mesures positives prises à cette étape du cycle électoral, comprenant la certification de l'ensemble de 26 candidats par la Cour constitutionnelle. Peut-on lire dans ce document? Le pays de l'oncle Sam note également avec satisfaction les actions des autorités visant à faire respecter la liberté des mouvements des candidats politiques ainsi que la condamnation des discours de haine et de tentatives de violence contre des candidats à l'élection présidentielle. Dans la foulée, les USA promettent de prendre des mesures de restriction en matière de visa contre ceux qui portent atteinte à la démocratie. Ils recommandent au gouvernement d'assurer l'égalité des chances pour tous les candidats, notamment à ce qui concerne le lancement de la campagne électorale le 19
19 novembre. Cela comprend la protection des libertés d'expression, des mouvements, de rassemblement et de presse, lesquels sont les piliers essentiels d'un processus électoral ouvert. Les candidats à la présidentielle de 2023 ont formulé une demande à la CENI pour organiser un deuxième cadre de concertation avant les débuts de la campagne électorale. Dans cette lettre de demande, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres la sécurité pour tous les candidats pendant la campagne. Monsieur Nathanaël Onokomba, porte-parole de Seth Kikouni, s'entretient avec John Harlem Mutombo sur la question dans ses duplex. Ces cadres de concertation, il est vrai que c'est dans nos droits parce que toutes les revendications mises sur la lettre, c'est pour le bien-être de tout candidat qui doivent être traités d'une manière équitable. Vous allez voir, dans ces revendications, nous exigeons la sécurité de candidats. Nous allons aux élections, mais sans sécurité, alors qu'au préalable, on devait avoir chacun d'entre nous 25 policiers pour la sécurité. Tout ça, on ne voit pas clair. Alors, la fois passée, on a demandé à la CENI un cadre de concertation pour définir les règles de jeu, alors que la CENI n'a pas obéi à ça. Il nous a amené devant un zoo où il nous a présenté tout ce qu'il avait comme projet résultat. Et nous, on n'est pas satisfait. Voilà pourquoi, étant démocrate, nous exigeons que la CENI puisse nous appeler à un cadre de concertation qui ne va même pas durer pour, en fait, que nous puissions avoir gain de cause concernant les revendications mises dans la lettre. Il n'y a pas longtemps, il y avait déjà une autre concertation avec les candidats présidents. Qu'est-ce qui n'a pas pu vous enchanter dans les dires de la CENI, parce que tout a été déjà bien dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que redemander encore une autre concertation, ça va freiner le processus électoral à la veille d'ailleurs de la campagne électorale? Ça va profiter à tout le monde, monsieur le journaliste. Ici, j'aimerais signaler que la CENI n'est pas un dieu qui nous impose les dictats. La CENI est une organisation qui vit avec le moyen du peuple congolais, qui doit exécuter un programme constitutionnel. Et de ce fait, la loi électorale pose les jalons, exige que nous soyons sécurisés. Comment voulez-vous que nous puissions aller aux élections, battre campagne sans une sécurité bien assurée? Il y a des mouvements d'insurrection par-ci par-là. Comment nous allons battre campagne si les règles des jeux ne sont pas définies? Ça va à rien entraver le processus électoral. Nous n'allons pas freiner un cadre de concertation de 24 heures, ça va rien retarder, monsieur le journaliste. Nous exigeons à la CENI d'obéir à ce que nous voulons comme cadre de concertation et nous allons battre campagne. La campagne commence les dimanches. Et dites-moi, quel est ce candidat président qui va battre campagne à part M. Félix Tshisekedi, qui est bien sécurisé? Maintenant à cette information, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une interview à la presse internationale, qui sont entre autres la Radio France Internationale et France 24. Plusieurs aspects ont été soulevés, parmi lesquels la revendication de l'opposition sur les fichiers électoraux. En même temps, Félix Tshisekedi a répondu à l'opposant congolais Moïse Katumbi sur sa gestion passée à la tête de la province du Grand Katanga. On écoute. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs? Dans quel but? Je ne comprends pas très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections, ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens. Les coupures d'électricité, c'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique là maintenant qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa, et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il y avait que 9% de ménages, on va dire, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%. Et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait?
Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Et toujours lors de cette interview, le chef de l'État a déclaré concernant l'assassinat de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, il a déclaré, je cite, « Ni mon régime, ni aucun de mes proches n'est des près ou des loin impliqués dans ce qui est arrivé à Chérubin Okende. Je vous prie de les suivre. » Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'Ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent, plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire... Ce journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé. Dans l'actualité également, après 2 jours de travail, c'est ce jeudi 16 novembre 2023 que la conférence des gouverneurs s'est clôturée à Kinshasa. Cette 10e conférence des gouverneurs de province s'est clôturée par les mots du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les images. Présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de la 10e conférence des gouverneurs de province consacrée à l'état de lieu du fonctionnement de ces cadres de concertation ont été bouclés ce jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa. Pour un travail efficient, les participants ont constitué 3 commissions chargées respectivement des questions politiques, administratives, culturelles et judiciaires, des questions économiques, sociales et financières et des questions de reconstruction et développement. Ils ont ensuite formulé des recommandations sur base du discours d'orientation fait par le président de la République à l'ouverture de ces forums. Les conférenciers ont entre autres demandé que la conférence des gouverneurs se tienne régulièrement à raison de 2 sessions annuelles conformément à la Constitution. Ils ont également recommandé l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Les gouverneurs ont par ailleurs appelé à la relance de la construction et de la réhabilitation des routes susceptibles d'assurer l'interconnexion provinciale. Le chef de l'État s'est engagé à consacrer une attention toute particulière à ces recommandations en vue d'impulser la réalisation de celles susceptibles de redynamiser cette conférence. Il a ensuite exhorté les autorités provinciales à 3 choses. Préoccupez-vous au plus haut niveau des intérêts de la population qui vous administrez, a-t-il dit. Maintenez-vous aux principes déontologiques applicables à la territoriale qui exige de faire des missions d'itinérance, soit 20 jours de bourse et 10 jours de bureau, a-t-il rajouté. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin appelé les gouverneurs à respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. Le discours du chef de l'État a ainsi clos ses travaux sur une note d'espoir sur l'amélioration de la gouvernance de province et partant des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. La prochaine session se tiendra dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, au premier semestre 2024.
Commentaire rendu par Trésor Kazadi et de son côté, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé toujours ce jeudi 16 novembre 2023 à Béatrice Hôtel au lancement des travaux du 4e atelier d'évaluation de la réforme sur la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Jean-Robert Djema. Selon le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ces assises vont permettre aux participants d'évaluer le chemin parcouru pour tirer des leçons de succès et des échecs en vue de fixer les nouveaux caps et embrasser le futur avec sérénité. À en croire le patron de l'administration publique, qui a reconnu qu'en dépit de ses avantages, la bancarisation de la paie du personnel de l'État est un dispositif qui reste fragile et mérite une thérapeutique adaptée. Une évaluation froide, sans complaisance de cette grande réforme systémique devra donc nous permettre de corriger les faiblesses pour améliorer les dispositifs, a martelé le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Pour sa part, le président ad intérim du comité de suivi de la paie, Flory Mapamboli, a énuméré quelques avantages de la bancarisation de la paie. Signalons que Jean-Pierre Liaou a fait savoir que la réforme de la bancarisation de la paie doit passer par la rebancarisation des agents dans le territoire à accès difficile et ces assises visent notamment à proposer une réaffectation des effectifs abandonnés. Je l'ai annoncé au sommaire, d'ici fin décembre, le gouvernement prévoit de réceptionner un total de 916 ouvrages comprenant des écoles, des centres de santé et des bâtiments construits dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. L'annonce a été faite par Judith Souminois Toulouka, ministre d'État en charge du plan, lors d'un briefing presse avec la presse qui s'est tenu le jeudi 16 novembre 2023 en compagnie de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication. On écoute ici la ministre du Plan dans cet extrait. C'est la première fois qu'on le fait en RDC. Et même en Afrique, c'est la première fois qu'on a un programme qui permet de commencer à construire un certain nombre d'infrastructures sur l'ensemble du pays. Vous le connaissez, vous le savez mieux que moi, 145 territoires au niveau de la RDC, ce n'est pas évident. Un des premiers pays en Afrique qui l'a fait, c'est par exemple le Sénégal. Mais le Sénégal vient peut-être 5 fois dans la RDC. Donc c'est juste pour vous donner l'ampleur du programme. Alors ce programme a été développé sur trois principales composantes. La première composante, c'était les services sociaux de base, avec un premier volet qui est la construction des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. Ensuite, on va avoir le volet route de desserte agricole et le volet électrification ainsi que accès à l'eau. Une deuxième composante concerne le développement, le renforcement des capacités des autorités locales. Et un troisième volet vise à développer l'agriculture dans le cadre d'une chaîne de valeur transformatrice. Et donc ça, c'est vraiment pour pouvoir développer l'économie locale et pouvoir donner vraiment du travail, non seulement tirer les bénéfices de l'agriculture au niveau local, mais aller jusqu'à la transformation des produits qui peuvent être cultivés à ce niveau-là. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'on a décidé au niveau du gouvernement, en Conseil de ministres, que c'était un programme qui devait commencer et arriver à terme. Il n'était pas question de produire des éléphants blancs. Au départ, nous avons eu, il était prévu de construire, si mes souvenirs sont bons, 2131 infrastructures à raison de 788 centres de santé, 1198 écoles et 145 bâtiments administratifs. Alors, ce programme qui a été développé pour être mis en œuvre en 3 ans, on a commencé effectivement les travaux de construction en février de cette année. Et donc, à ce jour, on est à 305 ouvrages déjà réceptionnés, avec 178 écoles, 108 centres de santé et 19 bâtiments administratifs.
Et au chapitre de la société, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, a condamné jeudi 16 novembre 2023 les atrocités commises sur des paisibles citoyens en Malimbankoulou et qui fait au moins 3 morts. Il a par ailleurs condamné toute incitation à la violence aveugle et à la haine tribale. On écoute Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou dans ses propos. Je suis horrifié par la montée de la violence et ses conséquences fâcheuses au sein de la population congolaise du Katanga. Aussi, je condamne avec la dernière énergie toute incitation à la violence aveugle, à la haine tribale, tout discours de division et de mépris des autres, ainsi que toute provocation à base ethnique. J'appelle toute notre population congolaise du Katanga à cultiver et à préserver la paix et à se mettre résolument à l'école du vivre ensemble. Et au chapitre de la justice, la ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Rose Mutombo, a installé ce jeudi 16 novembre 2023 les comités de gestion du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda à Tchopo et démarre officiellement ces activités, nous dit Jean-Robert Djima dans ses commentaires. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a inauguré officiellement à Kisangani le comité de gestion des fonds sociaux de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda, annonçant par la même occasion le début effectif de ces activités. Cet événement vise à superviser l'allocution des fonds destinés à l'indemnisation des victimes affectées par les activités armées. Pour administrer les fonds alloués à l'indemnisation, un établissement public appelé Fonds social de réparation des indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC est à leur ayant droit FRIVAO en sigle a été instauré. Basé à Kisangani, ce nouvel organisme est constitué de membres nommés par l'ordonnance présidentielle et est chargé de différentes missions, notamment l'identification des victimes et la réparation équitable de compensation selon les catégories spécifiées par la Cour internationale de la justice dans son arrêt. La ministre de la Justice, dans son discours inaugural, a souligné la nécessité de prendre en compte les 3 catégories de réparation mentionnées par la Cour, tout en identifiant les victimes directes et indirectes de ces actes, insistant sur la période précise concernée par les atrocités commises. Ces fonds sont actuellement enregistrés dans un compte transitoire du ministère de la Justice et garde des Sceaux dans une banque locale en attente de l'opérationnalisation effective du FRIVAO pour leur utilisation et le transfert des signatures à ces organes habilités. C'est par ces commentaires rendus par Jean-Robert Djima que nous mettons fin à cette première partie. Madame, Messieurs, place à présent à la deuxième partie consacrée au journal des sports. Élevé il y a sous peu au rang d'arbitre international par la Confédération africaine de football, Rachel Zi-Ndula, cette arbitre congolaise basée à Goma dirigera ce dimanche 19 novembre 2023 les matchs qui opposera le Nigeria à la Tanzanie à Abuja pour le compte des éliminatoires du mondial féminin des U20. Alain-François Tussaka. La ville de Goma voit émerger une nouvelle figure prometteuse dans le monde de l'arbitrage avec Rachel Zi-Ndula, récemment élevée au rang d'arbitre international par la Confédération africaine de football. Cette distinction intervient après une formation où la jeune arbitre s'est distinguée au Caire, en Égypte. Faisant preuve de compétences de professionnalisme, Rachel Zi-Ndula s'apprête à mettre son talent au service du match retour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans, opposant le Nigeria à la Tanzanie. C'est dimanche 19 novembre à Abuja. Ayant déjà fait ses preuves localement, elle a su gérer des situations délicates, notamment lors du récent match entre l'AS Kabasha de Goma et l'AS Nyoki de Butembo en Ligue 2, où sa décision d'accorder un penalty aux visiteurs a suscité la controverse parmi les supporters locaux. Le départ de Rachel Zi-Ndula pour ce match d'envergure marque une étape importante dans sa carrière professionnelle, laissant présager un avenir brillant pour cet arbitre international basé à Goma. Et puis la sélection nationale congolaise a quitté Kinshasa dans la matinée de ce vendredi 17 novembre 2023 pour la Libye en prévision de la rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alain-François Tshiwaka revient.
La République démocratique du Congo sera reçue par le Soudan du Sud ce dimanche 19 novembre au stade des Martyrs de février sous le coup des 17h juste, heure de Kinshasa. C'est donc par un vol affrété que la délégation de la RDC, dont fait partie tous les 25 joueurs, rejoint Benghazi pour cette deuxième sortie dans le cadre de ses éliminatoires Zone Afrique. L'objectif de ce déplacement est de poursuivre les travaux et enchaîner avec une autre victoire, surtout sur une pelouse neutre, afin de bien clôturer les deux premières journée. Pour rappel, la République démocratique du Congo avait battu 2-0 la Mauritanie lors du début de cette campagne mondiale à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte, une victoire qui a offert au pays d'être premier du groupe B avec 3 points plus 2. C'est la fin de cette deuxième partie. Madame, Messieurs, place à présent à la page internationale. Environ 60% des électeurs malgaches ne sont pas rendus aux urnes jeudi pour le premier tour de la présidentielle pour lequel la participation était un élément clé après un appel au boycott de l'opposition. France 24 nous en parle. Environ 60% des électeurs malgaches ne se sont pas rendus aux urnes jeudi pour le premier tour de la présidentielle pour lequel la participation était un élément clé. 11 millions d'électeurs devaient choisir entre Andry Rajoelina et 12 autres candidats officiels. Donc sur les 250 points de vote, les inscrits sont à 131 521 et les votants à 51 422. Donc c'est ça le taux de participation. Le taux de participation c'est 39%. Le collectif de 10 candidats s'est félicité de ce fort taux d'abstention et avait annoncé plus tôt dans la soirée une participation au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar aux alentours de 20%, selon des chiffres qui leur ont été transmis. Nous, collectif de candidats, réitérons aujourd'hui que les élections n'ont pas respecté les normes démocratiques requises et ça a été prouvé par les résultats provisoire du taux de participation donné par les observateurs qui sont au plus bas depuis l'histoire électorale de Madagascar. Cela prouve que le peuple malgache a montré sa maturité politique en restant chez eux et en écoutant l'appel du collectif et de toutes les forces vives de la nation à ne pas cautionner une élection volée d'avance. Et sans surprise, Andry Rajoelina, qui a mené une campagne électorale quasiment tout seul, est en tête avec un score de plus de 70% des suffrages exprimés dans les bureaux de vote où le décompte a eu lieu. Et puis le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déposé hier jeudi 16 novembre 2023 une plainte auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale contre Israël. Africa News. La CPI sous pression depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après 3 ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a déposé à son tour jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan visant le gouvernement israélien. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à l'origine de cette saisine, exige une action de la haie face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. Par ailleurs, l'ANC a d'ores et déjà apporté son soutien à une motion parlementaire en cours sur la fermeture de l'ambassade d'Israël et la suspension de toute relation diplomatique avec le pays jusqu'à ce qu'il accepte un cessez-le-feu et s'engage dans des négociations. L'Afrique du Sud a rappelé tous ses diplomates d'Israël au début du mois. Notons que le 9 novembre dernier, 3 organisations palestiniennes, l'ONG PCHR, Al-Haq et Al-Mizan, avaient demandé à la CPI de délivrer rapidement des mandats d'arrêt contre les personnes soupçonnées de crimes au sein de l'appareil politique, militaire et administratif israélien. Les ONG dans leur plainte citent le président Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. La page météo est à suivre juste après. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Au revoir et à la prochaine.